sud-ouest de la Colombie est la plus grande zone d'extraction de charbon d'Amérique du Sud et l'une des plus importantes au monde. Des multinationales minières comme Drummond et Glencore y extraient des millions de tonnes de charbon. Mais il y a 3 ans, les premières mines ont fermé. Pour cause de lutte contre le dérèglement climatique, la demande de charbon s'était effondrée. Et sur le marché mondial, les prix étaient en chute libre. La guerre en Ukraine a totalement inversé la situation. L'Europe ne peut désormais plus se fournir en gaz bon marché auprès de la Russie. Et sa demande en charbon repart à la hausse. Une hausse constante qui ne s'est jamais démentie durant ces derniers mois. Ce camion transporte 290 tonnes de charbon. El Cerrejón est la plus grande mine de charbon de Colombie. On la surnomme le monstre. Son actionnaire principal est le groupe suisse Glencore. Astrid Sofia Ruiz est géologue. Elle travaille ici depuis plus de 10 ans. Bonjour, comment ça va? T'es en forme? En temps normal, nous sortons 10 ou 11 chargements de camions par jour. Actuellement, nous en sortons 14 ou 15. C'est super. Astrid est venue pour vous surveiller. L'an passé, on a extrait 23,4 millions de tonnes de charbon. L'an passé, la production colombienne de charbon a pratiquement doublé. Mais sollicitée pour évoquer le lien entre cette augmentation et la guerre en Ukraine, l'entreprise Glencore n'a pas souhaité s'exprimer. Astrid Sofia Ruiz non plus. Là, nous avons prévu d'ouvrir une nouvelle mine de charbon pour l'année prochaine. Comment vous gérez les émissions de poussière? Nous contrôlons la situation, nous sommes au niveau de sécurité maximale. Aujourd'hui, c'est une journée assez classique et sur cette rampe d'accès, les émissions sont parfaitement maîtrisées. Nous avons installé des systèmes de pompage qui répandent de l'eau sur la route pour limiter les dégagements de poussière. Très bien. Mais l'eau utilisée pour maintenir les poussières au sol transforme les routes en rivières. Pour Elisabeth Meria Silva, le trajet jusqu'à son ancien village d'El Topacio est devenu problématique. La route longe une mine du groupe américain Drummond. Ici, ils ont ouvert 2 mines dans lesquelles ils extraient du charbon. Le problème, c'est qu'ils jettent les déchets miniers le long de cette route. C'est une route nationale, mais elle n'est plus praticable car elle est totalement inondée. Et l'eau ne peut pas s'échapper. La route n'est praticable qu'en tracteur. Elisabeth a plus de 70 ans. Pour elle, comme pour tous les habitants de la région, chaque déplacement est une épreuve. La mine de l'entreprise Drummond se trouve là-bas. C'est là qu'ils extraient le charbon. Tout ça, ce sont des terrils de déchets. Et là, ils ont commencé un nouveau tas de déchets. Nous sommes complètement isolés. Nous avons beaucoup de mal à accéder à nos terrains. Régulièrement, les habitants se retrouvent face à des gardes armés, car personne n'est autorisé à approcher la mine de trop près. Nous essayons de rejoindre nos terrains. Il va nous escorter. Quel clown! Il faut plus de 4 heures en tracteur pour aller de la ville jusqu'au terrain d'Elisabeth. À pied, le trajet prend plus d'une demi-journée. Les enfants d'Elisabeth sont nés dans le village. Ils y étaient également scolarisés.
Mais il y a une vingtaine d'années, quand les groupes paramilitaires ont commencé à terroriser la région, les habitants ont dû abandonner leurs terres et quitter le village. Depuis, commerces, écoles et médecins ont disparu. La peur des violences a poussé Elisabeth à abandonner son terrain. Aujourd'hui, elle doit fuir une fois de plus, mais cette fois à cause des ravages causés par les mines de charbon. Nous étions heureux ici. Nous avions tout ce qu'il nous fallait pour vivre. Mais en 1997, les paramilitaires sont arrivés et ils ont fait régner la terreur dans toute la région. Ils voulaient s'emparer des terres des paysans et ils nous ont chassés. Il y a un an, nous sommes revenus, car on nous a rendu notre terre sur décision de justice. Aujourd'hui, il n'y a plus de paramilitaires, mais il y a les mines. Nous sommes revenus nous installer ici, mais il y a 3 mois, nous avons dû abandonner nos terres à nouveau. Il n'y a plus du tout de route d'accès, les mines détruisent tout. Comme c'est beau. Mais c'est triste, tout est à l'abandon. En Europe, les gens chauffent leur maison pour ne pas avoir froid. Ils produisent de la chaleur pour leur confort, ils ont une bonne qualité de vie. Alors que pour nous, la vie devient de plus en plus difficile. En Europe, les gens vivent bien, mais ici, la vie est très dure. L'État colombien et les multinationales du charbon ont toujours refusé d'indemniser Elisabeth. Après avoir fui son village, elle a travaillé en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, elle vit en ville. Comme d'autres personnes dans sa situation, elle a adhéré à l'Asamblea de Campesinos, une association de victimes qui tente de résister à l'impitoyable business du charbon. Depuis le nouveau boom du charbon colombien, l'infirmière Yerlis Carbonell a elle aussi rejoint l'association. Avec le soutien d'ONG internationales, elle fournit de l'aide juridique aux victimes pour qu'elles puissent récupérer leurs terres. On est toujours 40 dans cette action de groupe. On a un nouveau plaignant. Il a été spolié de ses terres, lui aussi. Et puis un autre est décédé. Mais on en a un nouveau qui veut participer. Comme d'autres, Yerlis et sa famille ont été chassés de chez eux et ont dû fuir. Pour elle, les destructions et les injustices générées par l'exploitation du charbon ne sont que le dernier élément d'une longue liste de souffrances dans l'histoire de la Colombie. Des souffrances dont témoigne l'ancien village de Yerlis. Il n'en subsiste aujourd'hui que des ruines. Quand les groupes de guérilla ont quitté la région, les paramilitaires sont arrivés, sous prétexte de mettre un terme à la guérilla. Mais en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était chasser et tuer les habitants. Ensuite, il y a eu les mines, ce qui a encore augmenté le nombre de personnes déplacées. La région est devenue extrêmement dangereuse. Les maisons ont toutes été abandonnées. Toute la zone s'est vidée de sa population. Il n'y avait plus un seul habitant. En quelques années, 3000 personnes ont été tuées et 55 000 chassées de leurs terres. Cette époque, la plus violente que la région ait connue, semblait pourtant révolue. Mais récemment, avec l'explosion de la demande européenne en charbon, les vieux démons sont réapparus. Une fois de plus, la violence et la peur des assassinats commandités se répandent parmi tous ceux qui tentent de s'opposer aux intérêts des multinationales.
En Colombie, des militants sociaux sont tués presque chaque jour. En 2022, plus de 171 assassinats ont été perpétrés. Les victimes sont abattues par des sicarios, des tueurs à gages, et les commanditaires sont rarement inquiétés. Mais la plupart des crimes sont commis dans les régions riches en ressources naturelles. Papa, je participe à des activités sociales. Tu n'as pas peur? Si, bien sûr, mais personne n'est responsable de la vie des autres. C'est à chacun de veiller sur soi, justement parce que tant de choses se sont passées. En tout cas, moi, je ne militerai pas. Donc tu as peur? Oui. Mais tu ne participerais pas? Non. Il y a des rumeurs selon lesquelles des groupes armés, des paramilitaires seraient sur le point d'arriver et qu'il y aurait des groupes de guérilla dans les parages. On vit en permanence avec la peur, c'est comme ça. Je dis à Yarlis, si elle doit absolument travailler avec ces ONG, qu'au moins elle ne fasse pas partie des leaders. Parce que la grande majorité des leaders ont été assassinés. Une agricultrice en guerre contre des compagnies minières, c'est comme lancer des tout petits cailloux. On n'atteint pas la cible avec ça. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les importations européennes de charbon colombien ont augmenté de 37%, des bénéfices sur lesquels les multinationales ne comptaient plus. Il y a 2 ans, l'entreprise suisse Glencore avait même décidé d'arrêter totalement d'extraire du charbon dans la région. Ces mines recèlent pourtant encore des millions de tonnes, soit des réserves pour plusieurs décennies. Et les entreprises détiennent les droits d'exploitation pour plusieurs années. Ici, ils ont fait des forages d'essai un peu partout. Là, ils ont creusé un trou de sondage pour voir quel type de minéraux ils pouvaient trouver ici. Il n'y a pas que du charbon dans la région. Il y a aussi d'autres minéraux. Quand un sous-sol renferme un minéral en grande quantité, il y a de fortes chances pour qu'il y en ait également d'autres. C'est ce qui rend cette région particulièrement intéressante pour l'exploitation minière. Il y a même des projets de fracturation hydraulique. En plus d'exploiter le charbon, ils veulent aussi extraire du pétrole. Avant, nous étions des agriculteurs. Aujourd'hui, tout le monde ne pense plus qu'à l'exploitation minière. Ça laisse sans voix. Pour les droits des travailleurs miniers, le boom du charbon marque un retour vers une époque que les Colombiens pensaient révolue. Gustavo Benjamin lutte depuis plusieurs décennies contre l'exploitation des mineurs et pour de meilleures conditions de travail. Il est affilié au syndicat Sintrami Energética. Dans le passé, il a travaillé dans les mines de charbon de Glencore. Gustavo est marqué par les nombreuses années de violence et de lutte contre les mines. Aujourd'hui, il ne quitte plus son bureau qu'avec un gilet pare-balles. Une protection minimale, mais qui le rassure face aux tueurs à gages et aux paramilitaires. Gustavo et son travail sont dans le collimateur des entreprises minières et de leurs hommes de main. Je prends ces précautions parce que les groupes armés sont de nouveau actifs dans la région. Et il y a désormais autant de violence qu'au cours des années passées. Nous avons eu une réunion avec des représentants des compagnies minières, Cerrejón, Drummond, CNR et Glencore, et les menaces ont commencé 2 jours plus tard. Nous avons reçu des messages comme celui-ci.
Nous allons nettoyer le pays. Mort à tous les syndicalistes et tous les fils de pute de la guérilla qui refusent de se tenir tranquilles. Ceux qui se considèrent comme les gardiens d'un nouveau socialisme doivent mourir. Se creen portadores de un nuevo socialismo. Son unos sapos HP que deben. Et c'est ce qui leur arrivera. Nous enverrons notre commando de la mort à tous ceux qui se prennent pour des leaders. Les violences n'ont pas cessé, mais nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que les multinationales changent leur méthode. Ils exploitent les gens d'une manière ahurissante, surtout avec les prix actuels du charbon. Dans les pays d'origine de ces multinationales, les normes de travail conquises de haute lutte sont respectées à la lettre. En Colombie, les règles sont différentes. Les travailleurs sont exploités jusqu'à leurs limites physiques et psychiques. Une employée de la mine d'El Cerrejón nous décrit ses conditions de travail. Elle conduit les camions chargés de charbon. Par crainte de son employeur et d'éventuelles représailles, elle a préféré conserver l'anonymat. Actuellement, je travaille 7 jours d'affilée et 12 heures par jour. J'ai droit à une pause de 30 minutes. Quand on a commencé avec ces nouveaux horaires, tout s'est aggravé. Surtout la fatigue. Mon rythme de sommeil est totalement perturbé. La nuit, je ne dors pas et le jour, je suis constamment fatiguée. J'ai eu 2 accidents du travail dont je ne suis toujours pas remise. Mon camion s'est renversé. Je me suis assoupie pendant quelques secondes et j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Mes supérieurs me mettent énormément de pression. On a peur d'interrompre notre travail, même pour aller aux toilettes. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait pipi tout en haut, sur la plateforme du camion. Parce que les personnes qui ne travaillent pas suffisamment dur, on leur diminue leur salaire. Si les employés des mines ont au moins des syndicats qui se battent pour améliorer leurs conditions de travail, les indigènes, eux, en revanche, sont livrés à eux-mêmes. Aucun groupe de pression n'est là pour les défendre et les conséquences sont dramatiques. Peu après le début de la guerre en Ukraine, le président colombien de l'époque, Iván Duque, a signé l'autorisation de creuser le dernier cours d'eau naturel de la région pour en extraire du charbon. Mais pour les indigènes, la Rio Bruno constitue la dernière source d'eau potable naturelle restante. Toutes les autres rivières ont déjà été creusées ou détournées pour exploiter le charbon. Pour Leobaldo Sierra et la communauté indigène des Wayuu, une course contre la montre s'est engagée. Ils prévoient d'agrandir la mine et de déplacer ses limites. Ça entraînera la destruction de la source de cette rivière. S'ils commencent à extraire du charbon ici, on va se faire tuer. De toute façon, nous n'aurions plus ni eau ni territoire et nous devrions fuir. Sous le lit de la rivière, il y a beaucoup de charbon, du charbon de très bonne qualité. Et actuellement, les pays d'Europe ont besoin de ce charbon. Mais nous nous battons. Les Wayuu n'ont pas besoin de charbon pour vivre. C'est pourtant lui qui détruit leur village et leurs moyens de subsistance. Ils sont seuls face à la toute-puissance des mines qui se rapprochent inexorablement de leurs habitations pour répondre à la demande croissante des industries européennes. Si les mines continuent à se développer à cette vitesse, toutes les rivières de la région ressembleront bientôt à la Rio Bruno. Nous sommes au kilomètre 3,6 de la rivière, à un endroit où le cours d'eau a déjà été détourné. Tous ces arbres que vous voyez ici ont un numéro d'identification. Ça permet aux compagnies minières de dire que le détournement du cours d'eau a été bien géré.
Ils viennent étiqueter les arbres. Certains ont poussé tout seuls, d'autres ont été plantés. Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'au bout de 6 à 8 mois, les arbres se dessèchent et ils meurent. Mais les gens de la mine peuvent dire qu'ils ont planté 13 200 arbres, et que c'est formidable et que c'est merveilleux. Mais tout ça, c'est déjà mort. Mais la mort arrive aussi de façon plus insidieuse, sous la forme de poussière de charbon qui retombe sur les villages. 2 fois par semaine, le médecin Yoander Ruiz se rend à El Hatillo, un village situé à quelques centaines de mètres d'une mine de l'entreprise américaine Drummond. Il examine les habitants à la recherche de maladies. Lui-même se protège des poussières mortelles en portant un masque. Actuellement, dans ce village, le taux d'incidence des personnes souffrant de maladies pulmonaires est très élevé. Ici, nous sommes très près des mines. Les particules de charbon flottent dans l'air en permanence. Les patients viennent régulièrement me voir pour des problèmes respiratoires. Ils ont souvent besoin de mon aide. J'ai parfois des patients qui me disent qu'ils ont une grippe qui dure depuis plus de 20 jours. Quand je les ausculte, je me rends compte qu'ils avaient effectivement une grippe normale au départ, mais que cette grippe s'est transformée en bronchite, voire parfois en pneumonie. La famille a toujours la grippe. Essuie-toi le nez. Depuis combien de temps as-tu la grippe? Et elle ne disparaît pas. Le petit garçon là-bas a aussi la grippe. Viens, mon garçon. On l'entend clairement. Je pense que d'ici quelques jours, il va développer une pneumonie. C'est toujours la même chose. Le charbon est partout. On vit dans le charbon. Les poussières retombent partout. Regardez, il y en a vraiment partout. Ça, c'est uniquement du charbon, ce n'est pas de la poussière normale. C'est du charbon. Ces derniers mois, les retombées de poussière ont beaucoup augmenté. Et même les fortes pluies qu'on a en ce moment ne sont pas d'une grande aide. C'est vraiment difficile. La pollution est si forte que ça devient impossible de vivre ici. La poussière nous rend malades, surtout dans les poumons. J'ai peur de tomber malade, parce qu'ici tout est contaminé. Des voix que personne n'entend. En 2023, les groupes Drummond et Glencore prévoient d'intensifier l'exploitation du charbon dans toute cette région. Pour les multinationales, la guerre en Ukraine, à l'autre bout du monde, est l'occasion de réaliser des bénéfices inespérés. Au détriment des habitants et de la nature, qui paient au prix fort la soif de charbon des pays européens.